Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui on repart sur la suite de l'étude du deuxième extrait de Guy de Maupassant, page 128 de votre manuel. Je vous rappelle que l'enjeu de cette étude c'est de voir comment Maupassant parvient à créer une atmosphère, une ambiance propice à l'émergence d'un événement surnaturel. Dans ce deuxième extrait, il n'y a encore pas d'événement surnaturel à proprement parler qui arrive, mais on a un décor, une ambiance où tout laisse penser que quelque chose d'extraordinaire pourrait bien se produire. Alors, dans la vidéo précédente, on a travaillé sur l'atmosphère qui se dégage de l'appartement une fois que le narrateur revient dans son appartement après la mort de sa maîtresse. Et on avait vu, si vous vous souvenez bien, le fait que cet appartement, eh bien, on pourrait dire qu'il transpire de la présence de cette morte, qui est présente partout à travers les traces qu'elle a laissées dans les objets du quotidien, dans les objets de leur vie commune. Eh bien aujourd'hui, on va parler du miroir, du rôle du miroir, et de l'ambiance particulière qui se détache dans le cimetière. Bon alors, dans quel état il est notre narrateur quand il vient de bloquer devant le miroir? Eh bien, je vous ai indiqué en bleu 3 adjectifs qui nous renseignent un petit peu là-dessus. Vous avez frémissant, il est frémissant, il a les yeux fixés sur le verre et il parle de son regard passionné. On pourrait parler d'un champ lexical de la fièvre ou de l'exaltation plus exactement, parce que les mots sont très très forts quand même. Il faut quand même se rappeler que c'est quelqu'un qui était sur le point de se jeter par la fenêtre, et puis aussi que s'il s'est arrêté face à ce miroir, c'est qu'il est persuadé qu'il peut retrouver par ce miroir l'image de sa maîtresse. On peut aussi dire que notre narrateur, il est obsédé par cette glace, c'est le reflet qu'il aimerait y voir. Donc son agitation, son exaltation, c'est aussi ça, hein, c'est le fait de s'être arrêté en espérant voir quelque chose dans la glace. Sinon, on se demande bien pourquoi il y a cette répétition, les yeux fixés sur le verre plat. Pourquoi est-ce qu'il insiste? Il insiste parce qu'il est justement obsédé par ce verre et sur ce que ce verre pourrait lui révéler. C'est pour ça qu'il y a cette longue énumération derrière ce verre plat, profond, vide, mais qu'il avait contenu tout entière, possédé autant que moi, autant que mon regard passionné. Cette énumération, elle est là pour nous montrer qu'il cherche à voir quelque chose. Alors au départ, il ne voit rien d'ailleurs, hein. Le verre est plat, profond, vide. Il s'obstine, d'où la poursuite de l'énumération avec le « mais » qu'il avait contenu tout entière, possédé autant que moi. Donc c'est pas possible qu'il n'y ait pas de trace de cette maîtresse, de sa maîtresse dans ce verre, dans ce miroir. Pour vous le dire plus clairement, c'est un petit peu comme si on avait l'impression que le narrateur appelait l'image de sa maîtresse dans le miroir, comme s'il espérait qu'elle finisse par apparaître. Finalement, c'est un peu comme s'il espérait que quelque chose de surnaturel se produise. Puis alors, dans la suite du texte, du coup, on a l'impression que le narrateur perd complètement les pédales avec cette phrase « Il me sembla que j'aimais cette glace ». Le narrateur est en train de tomber amoureux de la glace. C'est quand même dingue. Alors, il n'est pas évidemment amoureux de la glace, il est amoureux de ce qu'elle promet, cette glace, c'est-à-dire de peut-être laisser voir apparaître l'image de sa maîtresse. Alors comme en plus on parle de cette glace, et que cette glace c'est du féminin, eh ben ça crée de la confusion, c'est un peu comme si l'image de la maîtresse était en train de se confondre avec la glace. C'est ce que je vous ai souligné en vert. Moi je sais plus bien à la fin si dans sa tête il parle encore de la glace ou s'il n'est pas en train de parler de sa maîtresse quand il dit « je la touchais, elle était froide ». C'est quelque chose qui évoque aussi sa maîtresse morte. Ah, et si on pouvait passer derrière un miroir, ça c'est un vieux lieu commun de la littérature et du cinéma, ça. L'histoire qu'on pourrait peut-être passer derrière le miroir et puis voir ce qui se passe derrière l'écran du miroir. Hein? Peut-être je vous vois là. Noah, enlève tes doigts de ton nez. Donc on était en train de dire qu'il y avait peut-être une confusion dans la tête du narrateur entre la glace et sa maîtresse. J'aimais cette glace, je la touchais, elle était froide. Alors on voit tout de suite ce que ça provoque chez lui, il n'y a qu'à regarder la ponctuation qui bouge à ce moment-là. On a des phrases exclamatives, on a des phrases nominales, des phrases qui ne comportent pas de verbe. Oh, le souvenir, miroir douloureux, miroir brûlant, etc. Donc ces phrases exclamatives, eh bien, elles sont le reflet de l'agitation du personnage. Alors son agitation, elle est perceptible non seulement par les exclamations, mais aussi par les nombreuses répétitions. On sent que le personnage devient de plus en plus agité.
Et le motif de son agitation, eh bien, c'est ce miroir et ce qu'il serait en capacité de refléter. Bon, ben, en gros, il est en train de s'énerver tout seul parce qu'il voudrait pouvoir la voir dans ce miroir et il ne la voit pas. Du coup, il lui en veut au miroir. Le miroir est comme un être vivant, il est personnifié. C'est pour ça que c'est un miroir douloureux, brûlant, vivant, horrible. Le miroir est décrit comme une personne, et en plus comme une personne qui en veut au narrateur parce qu'il ne lui révèle rien. Miroir qui fait souffrir toutes les tortures. Alors au passage, grammaticalement, le miroir qui fait souffrir toutes les tortures, c'est une proposition subordonnée relative. Alors à l'intérieur de cette relative, vous avez donc la personnification. Le miroir est personnifié, il est comme un bourreau qui fait souffrir toutes les tortures. Donc là, vous avez une magnifique hyperbole. On est dans l'exagération. Le miroir, évidemment, est incapable de faire du mal. Ce n'est pas un être vivant. Le texte se poursuit avec une comparaison que j'ai soulignée en rose, où le cœur des hommes est comparé à la glace, ou finalement la glace du miroir. Il y a une espèce d'invocation du narrateur. Heureux les hommes, ça sonne un peu comme un proverbe, heureux les hommes qui ont le cœur finalement comme la glace du miroir, c'est-à-dire comme une glace où rien ne se reflète. Avoir un cœur comme celui-là permettrait de ne se souvenir de rien et de n'être touché finalement par rien. Et finalement, qu'est-ce qu'on serait heureux si on n'avait pas de mémoire, si on ne se souvenait jamais des choses qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Bon, alors on a un narrateur qui est quand même aussi très lyrique dans son expression, dans cette comparaison. Il fait quand même bien jouer les sonorités comme une glace où glissent et s'effacent les reflets. Bon, là, dans la manière dont j'ai lu le texte, j'ai essayé de faire ressortir un petit peu tout ce qui était allitération et assonance. Vous connaissez ce principe, ces procédés-là. L'allitération, c'est la répétition de consonnes, et l'assonance, c'est la répétition de voyelles. Ça donne un effet un peu musical à cette longue comparaison, et ça contribue à donner un caractère lyrique à l'expression du narrateur. Le lyrisme, je vous rappelle que c'est l'expression exacerbée très fort des sentiments à la première personne. On est en plein dedans là. Pour terminer sur ce passage, j'ai relevé en rouge à la fin la phrase exclamative « comme je souffre ». Ce que je trouve drôle avec cette phrase, c'est qu'elle est au présent. Ça semble être un présent d'énonciation. Ça veut dire que quand il dit « comme je souffre », c'est au moment où il est en train d'écrire, c'est-à-dire au moment où il est en train de se rappeler quand il était devant le miroir, ça fait ressurgir en lui de la souffrance au moment où il écrit. Mais ce que je trouve drôle, c'est que vous avez lu la fin du texte comme moi, donc en principe, vous savez comment se termine le texte, et vous savez ce qu'il en était de ce grand amour avec cette femme qu'il a tant aimée. Qu'est-ce qui le fait souffrir à ce moment-là? Et maintenant, c'est l'heure d'aller au cimetière. Deuxième partie. Alors, dans la suite de l'extrait, lorsqu'on arrive au cimetière, là vous avez vu, je vous ai souligné 3 passés simples. Je sortis, j'allais vers le cimetière, je trouvais sa tombe. Les passés simples en français, ils ont très souvent une valeur qui est celle de mettre en avant les actions qui sont importantes dans un récit. Ici, on a 3 actions qui se suivent. C'est pour ça qu'on utilise le passé simple, pour montrer la succession rapide, l'enchaînement rapide de 3 actions. Je sors, je vais vers le cimetière, je trouve sa tombe. 2 raisons à cet enchaînement rapide des événements. La première, évidemment, c'est d'accélérer le rythme d'un récit. On est dans une nouvelle, donc il faut que les choses aillent vite. La deuxième, c'est coller à la précipitation du personnage. Parce qu'il faut se rappeler qu'en fait, on a un personnage qui est en proie à la douleur du souvenir, et donc il cherche finalement à fuir ce souvenir. Et puis cette accélération du rythme, elle condense l'histoire, elle rapproche finalement le moment de la sortie de l'appartement et le moment de l'arrivée dans le cimetière. Et donc on a encore très très frais à l'oreille l'image d'une maîtresse adorée qui va se percuter avec l'image de la décomposition du cadavre. Alors on va s'arrêter un instant sur la violence de ce terme, cet adjectif que j'ai souligné en vert, pourri.
qui n'est pas tellement l'adjectif qu'on attribuerait pour désigner l'état de décomposition du cadavre d'un humain. Ça serait un peu lui manquer de respect tellement c'est violent. Il y a un côté un peu péjoratif dans l'utilisation de ce mot-là. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire que le narrateur est en train de manquer de respect à sa maîtresse. Ce que je veux montrer par là, par l'utilisation de ce terme-là, c'est combien l'état dans lequel sa maîtresse doit être en dessous de la terre est quelque chose qui choque et qui révolte le narrateur. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et c'est l'expression de cette révolte qui s'exprime par la phrase exclamative « Quelle horreur !» C'est comme si tout à coup, il avait devant les yeux concrètement l'image de quelque chose d'adoré qui est complètement détruit. C'est ça qui est insupportable. Et évidemment, ce que la mort provoque sur le corps de la femme qu'il a adorée, qui est une femme sacrée, idolâtrée, le pourrissement, c'est quelque chose qui est tellement insupportable qu'on voit l'état de désolation, le chagrin énorme du narrateur qui va s'exprimer par la dernière phrase qui est encadrée « J'y restais longtemps, longtemps ». On a l'impression qu'il a besoin de ce temps de récupération après tout ce qu'il vient de vivre comme émotion. Et pour valider cette impression, eh bien, on peut s'appuyer sur la répétition de l'adverbe « longtemps ». Alors ensuite, le texte se poursuit avec une petite ellipse temporelle. Je vous rappelle l'ellipse, le principe de l'ellipse, c'est le fait de ne pas raconter un petit fragment de l'histoire. Le temps passe entre le moment où il sanglote sur la tombe et le soir arrive. Donc le soir arrive et la raison pour laquelle le narrateur décide de passer la nuit au cimetière est une raison un peu folle. Passer une dernière nuit avec celle qu'il aime. Et comme le narrateur a peur d'être chassé du cimetière, il faut qu'il trouve une petite ruse, une petite feinte pour se faire enfermer, se laisser enfermer dans le cimetière. Donc il va déambuler pendant des heures dans le cimetière, ce qui va lui donner l'occasion d'observer et de décrire le cimetière. Et il va décrire le cimetière à travers une métaphore que je vous ai surlignée en rose. Le cimetière est perçu comme une ville des disparus. Alors c'est à la fois une métaphore et un peu une périphrase. Le cimetière devient cette ville des disparus. Comparer un cimetière à une ville, finalement, quelque part, c'est rapprocher le monde des morts avec celui des vivants, comme si les morts vivaient une vie parallèle à la nôtre et finalement assez semblable à la nôtre. Et, si les morts vivent comme les vivants, ça veut dire qu'ils sont un peu morts-vivants. Alors en effet, le texte va tisser une espèce de comparaison entre le monde des morts et le monde des vivants. Alors sur mon repérage, tout ce qui concerne le monde des morts est en rose, ce qui concerne le monde des vivants est mentionné en jaune. Pour nous, les vivants donc, on va commencer par une énumération des lieux que nous occupons. L'énumération est là pour montrer que nous occupons beaucoup d'espace, haute maison, des rues, tant de places. Nous sommes également de gros consommateurs des ressources de notre planète. Nous consommons la lumière, l'eau, le vin des vignes et nous mangeons le pain des plaines. Alors cette consommation, il faut la mettre en rapport avec notre nombre sur Terre. Nous les vivants, notre nombre sur Terre, nous ne représentons finalement pas grand-chose puisque au maximum, nous sommes 4 générations à vivre ensemble. Tout ça n'est évidemment rien comparé aux générations des morts qui sont morts depuis des millénaires et des millénaires. Toute l'échelle de l'humanité, dit le narrateur. Donc finalement, nous sommes très peu nombreux à consommer énormément, tandis que ces morts sont immensément plus nombreux que nous et ne consomment quasiment rien et ne prennent quasiment pas de place. Et un bon point pour les morts. L'explication d'une telle différence tient en 2 phrases. Qui sont les phrases soulignées en vert. Donc, la mort est vraiment perçue comme un anéantissement total derrière lequel il n'y a plus rien. Le cimetière dans lequel se balade le narrateur est divisé en 2 parties. Il y a d'une part le cimetière habité. Au passage, vous relèverez la magnifique antithèse ou oxymore. Un cimetière habité, c'est quand même très contradictoire. Et le cimetière abandonné, où sont les tombes les plus anciennes. Donc là, on va lire la description du cimetière abandonné, et je vous ai entouré en noir tout ce qui relève du champ lexical du cimetière. Ce qui frappe dans ce cimetière abandonné, c'est que la nature est en train de reprendre ses droits. Les morts se mélangent à la terre se nourrit des morts, et on a l'impression d'un espèce de cycle naturel entre la vie et la mort.
Alors la nature, elle profite bien de l'engrais naturel que lui donnent les corps humains. Il y a toutes sortes de végétation qui poussent dans ce cimetière, qui n'est plus d'ailleurs un cimetière, mais qu'on appelle un jardin, ce qui montre bien que la nature a repris ses droits, dans lequel poussent de nombreuses espèces de plantes, des roses, des cyprès, des branches. Toutes ces plantes, évidemment, elles profitent. Les roses sont libres, les cyprès sont vigoureux, le jardin est superbe, les branches sont grasses. Vraiment l'image d'un jardin luxuriant. Là où Maupassant est malin, c'est qu'il va utiliser chacun de ces adjectifs positifs associés à un adjectif négatif. Il va donc multiplier les oxymores ou les antithèses. Le jardin superbe est également triste, le cyprès vigoureux est noir, les branches sont grasses et sombres. Grâce à cela, on ne peut pas oublier que ce beau jardin est nourri finalement par la mort. Le narrateur finit par faire corps avec cette nature un peu sordide, dans la mesure où il s'accroche au tronc d'un de ces arbres nourris de chair humaine. Et pour finir, le narrateur se compare à un naufragé sur une épave. Qu'est-ce que c'est qu'un naufragé ? Finalement, c'est quelqu'un qui vient d'échapper à la mort, c'est un rescapé, un survivant. Donc à la fin de ce texte, on peut dire qu'il est un espèce de survivant dans le monde des morts. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? En conclusion, on peut dire que les morts sont partout dans ce passage. La morte, elle est déjà présente dans l'appartement à travers les traces. Le narrateur l'invoque à travers le miroir, où il voudrait pouvoir voir son image apparaître dedans. Il la recherche au cimetière, il va sur sa tombe. Il se balade dans ce cimetière qu'il compare à une ville habitée par les morts. On voit qu'il y a comme ça une promiscuité entre les morts, les vivants, et que quelque part, le narrateur ne cesse d'inviter les morts à se présenter. Alors à force de les chercher, les morts, il va finir par les trouver. Ça fait peur.